Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. Au printemps 2023, en quelques minutes à peine, 100 millions d'euros quittent les comptes de l'enseigne nordiste Kiabi. Aucun braquage, aucun hacker, aucune effraction, juste un virement. Derrière cette opération frauduleuse, une prestataire de l'entreprise, trésorière, Aurélie B. La femme de 41 ans, originaire de Bordeaux, est déjà connue pour avoir commis plusieurs escroqueries de plus en plus sophistiquées au fil des années, est aujourd'hui soupçonnée d'avoir orchestré l'un des plus gros détournements d'argent de ces dernières années en France. Une fraude interne, sans violence, mais redoutablement efficace. Pendant des mois, l'argent va circuler entre plusieurs pays, transiter par des comptes relais et disparaître dans des montages complexes. Une partie aurait même croisé des réseaux liés à la mafia turque. Aujourd'hui, les enquêteurs assurent avoir retracé l'intégralité des flux financiers. Une partie des sommes a même été récupérée, mais cette affaire pose encore énormément de questions. Comment une telle somme a pu s'évaporer sans que personne ne s'en rende compte? Et surtout, qui est vraiment Aurélie B? On en parle avec Antoine Masse, journaliste à la rédaction qui suit ce dossier depuis le début. Bonjour Antoine. Bonjour Élodie. Alors pour commencer, quand on regarde cette affaire, on est loin d'un braquage classique. Là, on a une trésorière chez Kiabi qui propose un placement de 100 millions d'euros dans une banque allemande, puis qui, quelques jours plus tard, usurpe l'identité de la directrice pour transférer les fonds. Est-ce que tu peux nous raconter précisément comment Aurélie B s'y prend, étape par étape, pour voler cette somme faramineuse? Ouais, alors on est en mai 2023. Aurélie B, elle est chez Kiabi depuis quelques temps déjà. Elle n'est pas salariée en tant que telle, elle est prestataire d'une boîte privée. Voilà, et elle va proposer à Kiabi de placer de l'argent sur un compte à terme, c'est-à-dire un compte auquel on ne peut pas toucher pendant quelques années, mais qui rapporte un peu d'argent. Elle propose de placer cet argent pas directement de Kiabi, mais d'une filiale qui s'appelle Kiabi Worldwide Treasury, qui est en fait une sorte, c'est la banque de Kiabi quand il y a un peu de cash qui remonte des magasins et qu'on ne sait pas encore quoi en faire. On peut le placer. Donc elle propose ça en mai 2023, on lui dit OK, et puis elle va faire un premier test, le 31 mai, elle fait un premier test comme on fait souvent dans les services de trésor, elle va faire un virement d'€1, un penny test on appelle ça. Le virement marche, le 6 juin, elle va faire le vrai transfert des 100 millions d'euros d'un compte de la Société Générale de Kiabi vers la banque allemande, qui est une moyenne banque, c'est pas une très grosse banque, qui s'appelle la Volksbank, et ça marche. Le 13 juin, elle ordonne un virement vers la Turquie, à la banque allemande, en usurpant effectivement certaines identités, celle de la patronne de Kiabi, avec une fausse signature, et puis en créant un faux mail de Kiabi, et de là, l'argent disparaît. Effectivement, une fois l'argent sorti, il disparaît dans ce que les enquêteurs appellent des comptes rebonds. Si on simplifie, c'est comme si l'argent passait de compte en compte pour brouiller les pistes. Concrètement, on parle de combien de comptes? Alors ça, on ne sait pas encore. Toute la partie de l'enquête française, puisque Aurélie B est mise en examen pour escroquerie et blanchiment organisé, donc on ne sait pas exactement combien de comptes. Ce qu'on sait, c'est que Kiabi va demander de temps en temps des nouvelles alors qu'elle est déjà partie, qu'elle va continuer à dire, toujours en usurpant certains documents, que l'argent va bien et qu'il est placé. Mais cet argent, il va réapparaître, cette fois aux États-Unis, puisqu'Aurélie B va lancer plusieurs sociétés qui vont lui permettre d'acheter des biens immobiliers et en fait de blanchir en quelque sorte l'argent qu'elle a fait fuiter de Kiabi pour l'investir dans des biens immobiliers. Alors, il y a 2 appartements qui sont autour d'$1 million et il y a cette villa immense dans un quartier de luxe sur une île de Miami avec un ponton qui est là quasiment à $15 millions. Et puis à côté, il y a le train de vie visiblement aussi, puisqu'elle a un train de vie semble-t-il assez délirant avec champagne de grand cru, vin hors de prix, affaires de luxe, mobilier de luxe. Tout ça va rentrer dans le train de vie d'Aurélie B en plus de ces achats immobiliers assez faramineux. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas eu donc de piratage, pas d'intrusion extérieure, c'est une fraude 100% interne. À quel moment Kiabi comprend que quelque chose ne va pas avec ces 100 millions d'euros? Alors la version officielle, c'est qu'en juillet 2024, donc on est 1 an après le fameux virement des 100 millions, selon ce que dit Kiabi, l'enseigne nordiste veut récupérer ses fonds pour une raison qui nous échappe, mais qui doit sans doute en avoir besoin pour autre chose, et se renseigne auprès de la banque allemande, et la banque allemande leur dit « mais attendez, ces sous ils sont partis depuis très longtemps en fait ». Et donc là,
Très vite, la chute d'Aurélie B va arriver à ce moment-là. En juillet 2024, Kiabi se rend compte, il y a un dépôt de plainte, les enquêteurs commencent à la suivre et elle va finir par se faire arrêter un mois plus tard. Pas n'importe comment, elle n'est pas arrêtée en Floride, elle est arrêtée au mois d'août sur le tarmac de l'aéroport de Figari. Elle descend d'un jet privé et elle trimballe avec elle des objets de luxe encore, des valises qui sont pleines à craquer. Il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de biens avec elle et elle vient de passer l'été en fait en vacances à faire la fête dans les îles grecques, en Méditerranée et elle a tout raconté sur les réseaux sociaux. Donc elle est pas en fuite, elle est pas cachée, quoi. Ça faisait combien de temps qu'elle avait quitté Kiabi à ce moment-là ? Alors Kiabi, a priori, elle le quitte plus ou moins en octobre 2023, quoi. Elle est partie normalement. Alors comment ça s'est passé exactement, ça reste à éclaircir, mais a priori de ce que je sais moi, c'est qu'elle est partie de son plein gré. Elle s'est pas fait virer de Kiabi. Elle est partie elle-même, sans doute en vendant une reconversion. Quelques mois après avoir fait ce virement. Comment on le sait dès le mois d'octobre, elle va lancer des pistes de la Floride pour essayer d'acheter cette fameuse villa, le château Allison. Et elle va finaliser cette vente 2 mois plus tard en décembre. Donc a priori, elle est déjà là-bas. Et là-bas, elle se reconstruit une carrière en fait. Et c'est pareil, elle n'est pas en fuite, elle n'est pas cachée. Elle n'a pas disparu avec les 100 millions dans des valises. Non, en Floride, elle entame une nouvelle carrière. Elle devient architecte d'intérieur de luxe. Elle est dans des fêtes, elle est sur les réseaux sociaux, elle fréquente la jet set. Elle fait des inaugurations en grande pompe du fameux château Allison où on trouve Cuba Gooding Jr., DJ Khaled. Elle fait des partenariat avec lui, enfin, elle existe en fait, elle n'est pas cachée, on la voit partout. C'est un profil assez dingue. Est-ce que tu peux nous dire qui elle est vraiment, cette Aurélie B ? Aurélie B, elle a 41 ans aujourd'hui, elle est née à Bordeaux, sa mère est infirmière, son père bossait dans une usine automobile dans le Bordelais. Et en fait, Kiabi, c'est la suite d'une longue histoire d'escroquerie déjà. Parce qu'elle va commencer par rencontrer un joueur de foot des Girondins de Bordeaux qui ensuite va être transféré à Manchester et à lui détourner pour quasiment 680 000 euros de chèque. Voilà. Ensuite, elle va rentrer comme alternant dans une boîte que beaucoup de gens connaissent qui est Cultura, toujours au contrôle de gestion, à la trésorerie, tout ça. Et là, elle va faire autre chose. Elle va détourner quasiment 60 000 euros, mais avec la carte affaires de la boîte. Encore une fois, on n'est pas sur un schéma extrêmement sophistiqué. C'est le genre d'escroquerie, on finit toujours par être pris. Et elle va être prise. Et contre toute attente, la boîte, sans doute pour éviter une mauvaise publicité, ne va pas la licencier, ne va même pas porter plainte. Elle va juste lui demander, Cultura va lui demander, quand elle quittera la boîte, de lui rembourser les 60 000. Ça s'arrête là. Pour le joueur de foot, pareil, pas de poursuite. Et puis, elle monte à Paris en 2017 et elle est embauchée dans un groupe d'écoles de commerce qui s'appelle l'INSEC. Et très vite, elle va commencer à détourner aussi de l'argent puisqu'elle va, et là c'est un petit peu plus complexe, faire tout un jeu de fausses factures, somme pas mal, 760 000 euros. Là, par contre, elle est licenciée tout de suite et elle va être condamnée bien plus tard par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans avec sursis. Mais c'est là que ça va se jouer puisque quand elle va rentrer à Kiabi, elle est déjà jugée, mais elle n'est pas encore condamnée. Et donc Kiabi n'a pas sous la main un extrait de casier judiciaire qui dit « Attention, cette dame a été condamnée pour escroquerie il y a quelque temps ». On ne peut pas du coup parler de faille RH en fait, ils n'étaient pas forcément au courant de ce passé trouble. Si non, parce que s'ils avaient été au courant, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'une boîte comme Kiabi, où les process sont très clairs, où on fait passer des centaines d'entretiens, puisse embaucher quelqu'un qui a été condamné pour ce genre de fait, surtout dans un service comme la trésorerie, on parle bien du même métier. N'empêche qu'on peut quand même se poser la question jusqu'où ont été poussées les vérifications, et, personne n'a pensé à appeler ses anciens employeurs, enfin ça paraît assez logique, alors Kiabi va très vite se défendre, ou en tout cas se justifier auprès des journalistes notamment, en nous disant que tous les process RH ont été respectés, qu'ils ont depuis été renforcés, et que même la fraude, elle était, selon leurs mots, sophistiquée. Et alors, d'ampleur, oui, on est d'accord, mais sophistiquée. On parle quand même de quelqu'un dont on a retrouvé dans l'ordinateur du travail, c'est ce que Kiabi dit, des fausses signatures, des faux mails, machin, avec la même adresse IP, donc la signature de l'ordinateur, qui a servi à créer les boîtes immobilières avec laquelle elle va acheter la villa de luxe en Floride. C'est quand même pas exactement le truc le plus intelligent du monde. C'est assez facile à remonter, quoi. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'on sait où sont réellement passés les 100 millions d'euros détournés ? Est-ce que les enquêteurs en savent plus près de 2 ans après donc l'interpellation d'Aurélie B sur le tarmac de l'aéroport corse de Figari ? Publiquement, on ne le sait pas. Est-ce qu'on a réidentifié tous les flux financiers ? C'est extrêmement compliqué. Si elle a vraiment bénéficié d'une aide de réseaux qui ont l'habitude de blanchir de l'argent, ça va être compliqué à retrouver. Ce qui est sûr, c'est que Kiabi, dans le même temps qu'il y a une procédure judiciaire contre Aurélie B en France, a lancé une procédure civile aux États-Unis.
dont le but est avant tout de récupérer les biens qu'elle a identifiés, donc les biens immobiliers. Il y en a pour quasiment 20 millions de dollars, à peu près 15 millions d'euros. Donc ça, on sait qu'il y a déjà ça, mais ça reste aux alentours de 15 millions d'euros à récupérer. Un premier virement a été fait à Kiabi déjà par l'administrateur judiciaire, donc ils ont récupéré une part. Après, il y a sans doute quelque chose qu'ils récupéreront jamais, c'est son train de vie. On va pas récupérer une location de jet privé. On va pas récupérer des grands crus s'ils ont été bu. Et puis il y a un autre volet, c'est que Kiabi s'est aussi retourné contre la banque allemande, hein, parce que Kiabi considère que il n'y a pas qu'Aurélie B qui a des responsabilités, la banque allemande en a visiblement un petit peu, mais pour éviter des longues procédures et des frais d'avocat pendant 10 ans, la banque allemande, la Volksbank et Kiabi sont tombés d'accord, visiblement avec une compensation des Allemands, financière, hein, j'entends. Après, est-ce que tout ça, la banque allemande, la procédure américaine, les saisies de biens et tout ça, est-ce qu'on arrive à 100 ? J'ai un gros doute. Enfin, où sont passés le reste ? C'est encore la question que tout le monde se pose. Impossible, non, de récupérer les 100 millions d'euros pour Kiabi, ça paraît en tout cas compliqué. Ça paraît compliqué, et d'autant plus que peut-être qu'elle a eu besoin aussi de payer des gens pour l'aider à faire disparaître ses fonds contre des sommes que là aussi on récupérera jamais. Il y a aussi surtout, je pense, pour Kiabi, au-delà des 100 millions, c'est quand même une somme énorme, hein, mais qui a visiblement pas mis en danger de mort la société quand même, une question d'image. Quelqu'un qui se pointe comme ça et qui au bout de quelques mois peut faire évaporer 100 millions d'euros des caisses d'une société, ça fait pas sérieux en fait, faut le dire. Donc je pense que Kiabi aussi se bat beaucoup de ce côté-là pour au moins montrer qu'ils se laisseront pas faire et qu'on peut pas les voler en fait impunément. Dans l'enquête, il y a aussi cette dimension internationale très forte de l'argent qui transite par la Turquie, des investissements immobiliers à Miami, tu l'as dit, même des soupçons de lien avec la mafia turque. Qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui de ces connexions internationales ? Il y a deux sortes de connexions internationales. Une qu'on connaît très peu, qui est ce que les enquêteurs français ont visiblement mis au jour, c'est ce que le Parisien a raconté récemment, c'est ces liens avec la mafia turque pour sans doute accéder à un savoir-faire de blanchiment un peu plus élaboré que ce qu'elle était capable d'elle de faire. Et ensuite, il y a des connexions internationales, mais c'est un grand mot, avec plein de gens qui l'ont aidé ou qui ont vécu à ses côtés, qui ont peut-être profité de ses largesses en Floride. Il y a ses anciennes associées dans les boîtes d'architecture d'intérieur de luxe. Elle était en couple notamment avec un ancien joueur de foot, un gardien de but qui jouait dans le championnat américain, qui aurait, selon toujours des documents que Kiabi a produits devant la juridiction américaine, qui aurait bénéficié de loyers d'un des appartements qu'elle a acheté pour plus de 100 000 $. Ça, on peut considérer que c'est des connexions internationales, mais c'est pas de la criminalité organisée, c'est sans doute de l'opportunité. Oui, en fait, des gens savaient aux États-Unis, mais ça n'a évidemment rien à voir avec ce qu'on imagine du côté turc et de la mafia. Est-ce qu'on en sait plus justement à ce sujet ? C'est très très flou et c'est sans doute beaucoup plus compliqué de remonter ces réseaux parce que pour le coup, ces gens-là, contrairement à toutes les connexions d'Aurélie B et elle-même en Floride, ils racontent pas leur vie sur Instagram, hein. Quand on parle de mafia turque, on parle de réseaux quand même organisés pour blanchir de l'argent, en fait. On parle de réseaux qui souvent, pour les Turcs, sont impliqués dans des trafics d'êtres humains pour les migrants, sont impliqués dans des trafics de drogue pour tout ce qui peut venir d'Asie et notamment d'Afghanistan. Ces gens-là ont accès à des réseaux de compensation financière et de blanchiment, de placement dans des paradis fiscaux, d'investissement dans des endroits comme Dubaï, qu'elle était sans doute pas en mesure elle-même de pouvoir mettre à profit quand elle avait fait son fameux virement des 100 millions. Même si tous les flux ont été identifiés, quand on dit qu'on a identifié tous les flux issus de ces 100 millions, ça veut pas dire qu'on les a récupérés. Ils sont peut-être dans des endroits où c'est impossible de les récupérer. Après, il y a des questions d'entraide internationale, voilà. Mais tout ça reste assez flou encore. On en saura plus, et c'est ce que tout le monde attend maintenant, que l'enquête se termine et qu'on ait droit à un procès. On imagine ça dans combien de temps ? Ça peut prendre des années encore, l'enquête n'est pas terminée. Une fois qu'elle sera terminée, il faudra trouver une date. Ce qui est sûr, c'est que elle, Aurélie B, elle a passé 1 an et demi en détention provisoire, hein, quand même. Donc elle est passée très vite de la vie de la jet-set floridienne à une prison en région parisienne, hein. Donc elle est sortie il y a quelques semaines, au mois de février. Elle est sous contrôle judiciaire très strict. C'est beaucoup, 1 an et demi de détention provisoire, hein, dans ces cas-là. Et sans doute qu'elle y est restée aussi longtemps parce que les juges et la justice redoutaient qu'avec les moyens qui étaient les siens, tant qu'on n'avait pas identifié les endroits où ont été cachés les 100 millions, elle avait des moyens financiers énormes pour pouvoir prendre la fuite, peut-être cette fois un peu plus discrètement. Et peut-être que le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une libération sous contrôle judiciaire est aussi lié au fait qu'on a peut-être identifié ses fonds. Mais ça, c'est moi qui le déduis, je n'ai pas accès à ces dossiers-là.
On parle donc d'une affaire qui touche Kiabi, une grosse entreprise dont le siège se trouve ici dans la région. Comment une structure de cette taille peut laisser passer un tel montage qui paraît pas, comme tu disais tout à l'heure, si compliqué? C'est fou, hein. On se dit toujours que les process sont survalidés 30 000 fois. Voilà. La question, c'est maintenant, est-ce qu'on fait un petit peu plus attention à Kiabi? J'imagine que oui. L'autre question, c'est aussi le recrutement. Comment elle a pu gagner la confiance de ces gens? Il faut voir le profil de cette personne. Visiblement, ça fait des années qu'elle s'entraîne, entre guillemets, pas consciemment, mais qu'elle est dans des formes d'escroquerie plus ou moins élaborées. Et tout ça est une montée en puissance, en fait. Et tant qu'elle risque pas grand-chose, elle détourne de plus en plus à chaque fois. C'est difficile à comprendre pour le commun des mortels, et pour moi aussi, mais c'est des gens qui vivent toujours sur la brèche, dans le mensonge permanent, dans le mensonge auprès de leurs proches, de leurs collègues, à eux-mêmes sans doute. Les escrocs, c'est évidemment des gens qui savent mettre en place des systèmes financiers compliqués, mais pas tant que ça. C'est surtout des gens qui savent gagner la confiance des autres. Et c'est ce qu'elle a fait, en fait. Y a peu de gens à Kiabi qui l'a détestée. Oui, et c'était un profil un peu étonnant, parce qu'elle est un peu bling-bling, un peu jet-set, elle est toujours très bien apprêtée. Elle a peut-être un profil qui fait plus télé-réalité que spécialiste de transfert de fonds et de gestion de fonds pour une grande multinationale. Mais elle avait quand même la confiance de ses dirigeants, et ça, c'est valable chez Cultura, à l'INSEC, les gens qu'elle a rencontrés dans sa vie amoureuse, tout le monde lui faisait confiance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour moi, le nœud est là. Comment elle arrive, il y a une forme de talent, faut le dire, dans des milieux aussi haut placés, j'allais dire, parce que Kiabi, c'est une énorme boîte qui gère des centaines et des centaines de millions d'euros. Elle a dû en voir passer tout le temps. Comment des gens ont pu lui dire, c'est elle qui décide et vous l'écoutez? C'est hallucinant. Ouais, c'est assez fou. Justement, toi, quand tu découvres cette affaire en tant que journaliste, qu'est-ce qui te marque en premier? Comment tu commences à bosser sur ce dossier? Alors, quand elle est arrêtée, c'est France Info qui raconte son arrestation d'abord et qui raconte beaucoup de cette histoire. Et moi, je suis en vacances, en fait. Et quand on est en août 2024. On est en août 2024. Moi, je me dis, Kiabi, c'est la maison. C'est le Nord, c'est de la tradition textile. C'est une boîte qui, en plus, marche très bien, qui a une super cote et tout. Et je tombe là-dessus. Et quand je reviens, je me dis, je vais travailler dessus. Les collègues ont déjà une longueur d'avance. Là, France Info, c'est un service à Paris qui est très bien connecté avec les services de police, les services de justice. Il faut dire que Le Parisien a fait un travail extraordinaire sur cette histoire aussi. Et nous, on arrive à raccrocher un peu l'histoire justement par le côté américain, parce que il se trouve que la justice américaine, en tout cas civile, fait quelque chose qu'on ne fait pas ici. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne. Il faut savoir où les trouver, il faut connaître les codes des dossiers, mais on peut les avoir assez facilement. Mais une fois qu'il y a ça, c'est possible. À tel point que certaines réunions en visio autour de cette affaire avec le juge, les avocats des parties, on pouvait y assister. Moi, j'ai assisté à une réunion avec les avocats de Kiabi, avec la présidente de Kiabi, avec le juge floridien, en les écoutant. Bonjour monsieur, bonjour madame, on en est où dans l'affaire? Alors le bien machin là-bas, il est vendu. Donc je dirais pas que c'est facile, parce qu'il faut trouver ça, et puis il faut toujours être au courant de quand est-ce qu'il publie un document, et puis c'est pas parce qu'on a un document qu'on fait un article, c'est un début. Il faut avoir le point de vue de Kiabi, il faut essayer d'avoir les avocats d'Aurélie B. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Justement, les avocats, les parties prenantes, en tout cas, du dossier, est-ce qu'ils communiquent facilement? Alors, les avocats d'Aurélie B, pas du tout. On les entend pas, elle encore moins. Kiabi fait passer des messages. En fait, la patronne de Kiabi n'a jamais pris la parole publiquement en son nom pour parler de cette affaire, mais Kiabi fait passer des messages. Mais c'est trop risqué, je pense, pour le moment, en termes d'image. Voilà, il y a trop de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Pour Kiabi, 3 ans après la fraude, quel impact ça a pour l'entreprise aujourd'hui? Un des premiers enjeux d'image de Kiabi, au-delà du fait d'essayer de pas trop passer pour une boîte qui n'a pas fait attention, c'était de dire la boîte n'est pas en danger de mort. C'est vrai que quand on voit 100 millions, on se dit mais la boîte va mourir en fait. Enfin, il y a quand même beaucoup de boîtes. Si on leur enlève 100 millions, ça va pas du tout. Bon, il se trouve que Kiabi, non, assez vite, et ça c'est vrai, a rassuré sur le côté, la société n'est pas en danger, parce qu'elle brasse bien plus d'argent que ça, on parle de milliards, hein. Ça a eu des effets quand même, puisque sans doute des primes qui n'ont pas été versées à certains services, voilà, mais la boîte n'a pas déposé le bilan, quoi. Je pense que maintenant, l'enjeu pour Kiabi, c'est de ne rien lâcher, de récupérer un maximum, mais pas tant pour la solidité des comptes que pour dire vous pouvez nous avoir une fois, mais vous nous aurez pas 2 fois et on se laisse pas faire. Je pense que même en interne, ça doit être important, les gens qui travaillent chez Kiabi, de se dire merde, comment elle a fait, voilà, il faut pas la laisser partir comme ça, quoi. Et d'un point de vue pénal, qu'est-ce que risque Aurélie B? Tu l'as dit, elle est sortie de détention provisoire au début d'année 2026. Qu'est-ce qu'elle risque une fois qu'elle sera jugée?
Alors ouais, une fois qu'elle sera jugée, parce que pour le moment, elle est donc sous contrôle judiciaire, elle peut pas faire n'importe quoi, sans doute qu'elle peut pas sortir du pays par exemple, et elle est toujours mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée. Ce qui est important, c'est la bande organisée. Ça veut dire qu'elle est pas toute seule, en tout cas à ce stade, la justice considère qu'elle a assez d'éléments ou qu'elle creuse dans cette direction-là pour dire qu'elle a eu des appuis, des aides, voilà. Donc est-ce qu'elle sera toute seule le jour de son procès à répondre de cette fraude ? La question se pose encore. Ce qu'elle risque concrètement, déjà une énorme amende, ensuite de perdre quasiment tout ce qu'elle a volé, ce qui serait assez logique si elle est reconnue coupable, et puis de la prison, entre 5 et 10 ans de prison. On ne sait pas si elle reconnaît tout ou partie, ou rien. C'est pour ça qu'on a hâte d'être au procès, en fait, à un moment, c'est qu'on a envie de l'entendre. Là, c'est construit une forme de légende autour d'elle, voilà, de la Quadra, belle femme qui est attirée par le luxe, ancienne compagne de footballeur, qui détourne 100 millions d'euros et avant des centaines de milliers d'euros. Elle est vraiment, on a envie de l'entendre au procès, mais là, faut prendre étape par étape. L'enquête n'est pas terminée. Quand elle le sera, on aura rapidement une date de procès. Quand on sera au procès, on verra bien ce qu'elle a à dire. Un grand merci pour tes explications sur cette affaire absolument dingue qu'on continuera évidemment à suivre. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce dossier évidemment sur notre site internet. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la fin de Hors Texte. Retrouvez-nous jeudi prochain pour un nouvel épisode.